Voilà, alors on finit de se caler au niveau de la technique et puis juste dire un mot d'introduction, faire une prière et laisser la place à notre frère pour ce qu'il a partagé. Juste, je repensais en vous souhaitant tous la bienvenue cet après-midi et en vous disant qu'on est heureux d'être ensemble pour apprendre à être parents. Je disais la semaine précédente, en commençant l'année, que j'ai entendu plusieurs fois dans ma vie, on n'apprend pas à être parent. Il n'y a pas d'école pour les parents. Qui est-ce qu'il a déjà entendu là, hein? Moi, je l'ai entendu plein de fois. Et alors, mais je me dis au fond, voilà, l'Église n'a pas la prétention d'être une école pour les parents. Ce serait trop dur pour nous, mais si on peut contribuer d'une certaine manière, en apprenant. Je crois que le disciple de Jésus, un disciple, c'est un apprenti. Je ne sais pas si vous le savez, peut-être l'équivalent culturel le plus proche du mot disciple, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de maître et de disciple, c'est compliqué. Mais il y a des métiers techniques. Vous savez qu'il y a des métiers techniques où il y a encore un maître et des disciples. On appelle ça justement le maître et l'apprenti. Et c'est ça cette idée. Et donc un apprenti, c'est quelqu'un qui apprend. Et en tant que disciple de Jésus, au fond, on est en apprentissage perpétuel. Et je pense que c'est cet état d'esprit-là qu'il faut essayer d'avoir. Malheureusement, nos enfants grandissent et on en prend au fur et à mesure. Moi, je me rends compte aujourd'hui qu'on se dit, tiens, si je l'avais su avant. Alors, je remercie Dieu pour tous ceux qui sont là, même certains qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui sont déjà des apprentis dans le cœur et qui vont devenir meilleurs. Et puis, même si des années ont passé, où on a fait des erreurs, eh bien, on peut apprendre et on peut corriger, on peut retourner vers nos enfants en disant, tu sais, peut-être à un moment donné, j'ai fait une erreur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai pas été comme il fallait. Et je pense que ça bénit nos enfants de reconnaître nos erreurs. C'est juste ce que je dis ou pas? Ouais, hein, ça peut bénir nos enfants aussi, quand on reconnaît nos erreurs. Alors, voilà les apprentis du Seigneur, pour être de bons parents et de bons grands-parents. On ferme nos yeux ensemble et puis on va tout de suite laisser la place à Rodolphe. Mais on veut dire, Seigneur, on veut apprendre de toi. Merci pour tout ce que notre frère a appris lui-même et qu'il va nous transmettre. Et Seigneur, donne-nous un cœur attentif, un cœur bien disposé, une intelligence bien disposée, un être bien disposé pour saisir ce que tu as à nous dire, pour qu'on soit concrètement meilleur, que ce soir, demain, on puisse faire des progrès dans notre manière de faire, dans notre manière d'être, dans notre vision des choses. Et aide-nous, Seigneur, et bénis tous les parents que nous sommes. Décharge peut-être quelqu'un du fardeau de la culpabilité, du sentiment d'insuffisance, d'incompétence, mais au contraire, arme-nous, Seigneur, des enseignements les meilleurs, de ceux de ta parole, et bénis-nous ensemble dans ce simple partage cet après-midi. Amen. Amen. Alors voilà, Rodolphe, on peut l'applaudir, lui souhaiter la bienvenue, que j'ai présenté ce matin. Un vrai ministère auprès des enfants et aujourd'hui auprès des familles. On est heureux de pouvoir en bénéficier. Merci. Alors, je vous salue à nouveau, hein, parce que comme quand il y a du monde, je ne sais pas trop qui était là ce matin, qui n'était pas là. Donc, pour ne pas faire d'impair, je dis bonjour à nouveau, bon après-midi, puisqu'on est l'après-midi, et bonne soirée. En fait, j'ai été en Afrique, normalement on dit bonsoir à cette heure-là. Hein. Ah oui, après la sieste, c'est le soir. Hein. Donc, voilà, là, on est bonsoir. Parce qu'on est déjà dans une partie de la journée bien entamée. Hein. Et ce que Thibaut disait est tout à fait vrai, correct, hein, par rapport à parents, ça s'apprend. Parce que ce que je peux vous partager, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas juste parce que j'ai une grande expérience de la parentalité, c'est pas vrai du tout. C'est simplement parce que moi-même, j'ai appris des choses. On m'a dit des choses, j'ai fait des formations, j'ai expérimenté au contact des enfants. C'est pas des choses qui sont comme ça. Quelqu'un disait, de toute façon, on ne naît pas parent, on le devient. Et que c'est les enfants qui font les parents, c'est pas les parents qui font les enfants. Parce que pour être parent, il faut des enfants. Et c'est souvent l'enfant qui fait de nous le parent. Et selon les enfants, on est des parents différents. Dans une même famille, on peut avoir 5 enfants, mais chaque enfant nous transforme en un parent différent. On a nos règles, nos principes habituels, mais chaque enfant étant particulier, il faut continuellement s'adapter. Des choses qui marchent pour l'un ne marchent pas pour l'autre.
et vice-versa, et réciproquement. Donc être parent, c'est un apprentissage, une formation, mais de toute une vie. Et c'est pour ça que les grands-parents, ils ont toute leur place. Parce qu'ils ont déjà une certaine expérience à partager à leurs propres parents et une expérience qu'ils peuvent vivre avec leurs petits-enfants. De dire, c'est pas à partir du moment où c'est bon, je suis plus parent, que je n'ai plus rien à faire avec les enfants, dans leur éducation, dans le soutien que je peux apporter. Non, les grands-parents aussi. Les éducateurs, animateurs, pareil. C'est pour ça que quand je parle de parents, et tous ceux qui parlent de parents dans des formations particulières, dans leur tête, dans ma tête, je ne vois pas juste papa, maman avec un enfant, mais tous ceux qui s'investissent auprès des enfants, ils ont une attitude, une fonction parentale, parce qu'ils apportent à l'enfant des éléments que seuls des adultes peuvent apporter, qui leur permettent de grandir, et de mieux grandir quand ces éléments sont de bons éléments. Ce matin, je partageais sur ce premier P, le protéger. Donc les lettres P, c'est par rapport au mot parent, hein, pour moyen mémotechnique. Et est-ce que, déjà, vous avez des questions, peut-être pas par rapport à tout ce que j'ai partagé ce matin, mais par rapport à cette première fonction parentale qui est de protéger ses enfants? Est-ce que vous avez une question particulière ou une remarque, une réflexion ou un désaccord profond? Parce que c'est le moment aussi de dire peut-être quelque chose ce matin, j'ai pu exprimer que voilà, ne restez pas avec ce qui aurait pu vous choquer. Mais c'est le moment, avant que je continue avec le mot permettre, c'est le moment. Dès maintenant, si vous avez quelque chose à vouloir partager. Je vous laisse la parole quelques minutes, si besoin est. Alors, il y a une limite Larsen au niveau de mon micro. Je ne sais pas, au niveau du son, peut-être de baisser légèrement, parce que j'entends doucement un petit Larsen qui veut monter. Ok. C'est tellement évident, protéger, c'est ok. Mais peut-être des questions vont venir par rapport à protéger avec ce que je vais partager maintenant. De rappeler sur quoi eh bien, j'ai basé ma réflexion, ce passage de la Bible, mais ce n'est pas ce passage qui a fait toutes les idées qui sont venues. Il y a aussi tout ce qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, expérience et formation. Donc je me suis basé sur ce passage de Jean 10 parce que dedans, j'ai vu apparaître justement se protéger, se permettre et se potentialiser. Il y a un enfant, un garçon qui disait à sa maman, j'ai vu ça dans un article, qui posait cette question, et vous la lisez comme moi, « Maman, quand est-ce que j'aurai le droit d'aller quelque part où tu ne sauras pas où je suis ?» Alors là, il y a les parents, « Quoi, maman ?» Et oui, il se dit, mais bon, ok, il y a un moment donné, quand est-ce que tu vas me donner une permission, la permission d'aller quelque part où tu ne sauras même pas où je suis? À partir de quel âge on accepte cela? C'est une question de fond, hein? Parce qu'il y a des parents, même lorsque l'enfant a 50 ans, il veut savoir tout ce qu'il fait dans sa vie. Où est-ce qu'il est? Finalement, qui ne lui permet rien, parce qu'il veut toujours contrôler et être à l'observation de toute sa vie dans tous les détails. Derrière ce mot « permettre », il faut envisager cette possibilité. Parce que quand je permets, ce n'est pas pour surveiller et contrôler, c'est « je permets ». C'est une porte qui s'ouvre, je permets. Alors, je ne sais pas si votre enfant vous a déjà posé cette question. Ou quelle est la réponse que vous donneriez à cet enfant? Bon, c'est un peu délicat, hein, mais on n'a pas de réponse à donner à cette question. Jésus disait justement dans la parabole du bon berger, je lis en me retournant, le gardien de l'enclos lui ouvre par rapport au bon berger, les brebis écoutent sa voix, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent, parce que sa voix leur est familière. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Et j'aime bien ce verset parce que on voit justement que les brebis ne sont pas juste enfermées dans un enclos.
et de temps en temps le berger les sort, mais en les contrôlant fortement. Il nous est dit qu'à un moment donné, celui qui entre par moi sera sauvé. Celui qui, bien sûr, croit en Jésus. Celui qui entre en communion, en relation intime avec Jésus. Il sera sauvé, mais le but du salut, c'est pas que Dieu contrôle notre vie comme si on était des robots, mais c'est de dire, il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Le bon berger ne nourrit pas les brebis dans le sens qu'il n'est pas en train de leur donner à chacune la nourriture, l'herbe, allez vas-y mange ma petite, prends mon petit. Non, il leur ouvre une porte, il dit allez, venez librement, vous avez ma permission, voilà tout le champ qui vous appartient, allez, trouvez de quoi vous nourrir. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'il est question de permission. Souvent, on a un souci avec la notion d'autorité parce que l'autorité, et Jésus, c'est quand même le maître. Et on pense que l'autorité, c'est pour interdire, pour sanctionner, pour dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ou fais ceci, fais cela. Oui, il y a cette partie-là. En fait, l'autorité, dans ce mot, on peut aussi prendre le sens d'autorisation. Je te permets. Seul quelqu'un qui a l'autorité peut permettre à un autre d'agir d'une certaine façon. Et les parents qui ont autorité sur les enfants, ce sont les premiers responsables d'autoriser, de permettre à l'enfant d'aller et venir librement, sinon l'enfant ne le ferait jamais. Protéger, oui, mais permettre aussi, ça va avec. Et même si je me monte un peu trop fier, dit l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 18, de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour construire et non pour renverser, je n'en rougirai pas. L'autorité n'est pas celle qui doit enfermer, mais celle qui doit libérer. La juste autorité. Et les parents, et souvent on parle de l'autorité parentale, leur position, on va dire particulière vis-à-vis de leur enfant, c'est justement de dire « je suis là pour te permettre, je suis là pour t'ouvrir des portes, je suis là pour te proposer des choses que tu ne pourrais pas faire sans mon accord, sans mon autorisation, pour différentes raisons. » Alors, en disant ça, on arrive devant un petit dilemme, une petite contradiction, un paradoxe, je ne sais pas. Donc, permettre, c'est user de son autorité pour ouvrir les portes à nos enfants. Mais on arrive sur un peu cela. Je vous montre ce schéma. D'un côté, on a la protection. D'un autre, on a la permission. Mais à quel niveau d'équilibre on peut être pour pas que la protection devienne surprotection et que la permission devienne la permissivité, c'est-à-dire le laxisme. Je veux bien ouvrir des portes, je veux bien autoriser, je veux bien permettre, mais ok, mais à un moment donné, la loi c'est la loi, la règle c'est la règle, le cadre c'est le cadre, l'obéissance c'est l'obéissance, je suis ton père, sans prendre la fameuse voix « je suis ton père », non, c'est où est-ce que je vais me situer en tant que parent. On pourrait mettre des curseurs, une échelle, sur une échelle de 0 à 10, au niveau de la protection, est-ce que vous êtes plus au niveau de la surprotection ou plus d'une protection équilibrée? Sur le niveau de la permission, est-ce que vous êtes plus, je suis plus vers la permissivité, tu peux tout faire ce que tu veux, ou plus une permission bien encadrée? Sans protection, il ne peut pas avoir de permission, de véritable permission. C'est pour ça que le premier mot, c'est protection, et pas le mot permission. Si je n'ai pas établi un cadre pour mes enfants, protecteur, sécurisant, mes permissions n'ont qu'une valeur, et ne sont pas des permissions, c'est simplement les mettre en danger. C'est un pédopsychiatre anglais, John Bowlby, ceux qui ont fait des études d'éducateurs ou autres connaissent, qui a mis en place ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. On parle de l'attachement sécure par rapport au petit enfant. C'est la façon dont un enfant se sent en relation avec sa figure d'attachement, c'est-à-dire ses parents, ceux qui l'éduquent. Et il a mis en avant que
l'important de se sentir en sécurité, c'est important pourquoi? Parce que ça permet justement à l'enfant de se sentir libre d'explorer le monde qui l'entoure. C'est parce que je sais qu'il y a un endroit dans ma vie, mes parents, où je suis en sécurité et que je peux m'y réfugier quand je veux, et dans une relation sécurisante, que je me sens pousser des ailes pour aller explorer des terrains inconnus. Et c'est pour ça que la permission dont j'ai parlé tout à l'heure n'a aucun sens s'il n'y a pas eu une protection, un cadre d'établi. Si je ne me sens pas en sécurité, les permissions qu'on me propose, je ne les considère pas comme des possibilités d'aller plus loin, mais simplement autant d'occasions de me sentir insécurisé et en danger et dans des situations inconfortables. Parce que si j'autorise mon enfant à faire du vélo en lui mettant un vélo entre les mains et que j'ai jamais pris le temps de lui dire les règles du code de la route et la façon de pédaler en disant « Allez, je te permets, va faire du vélo sur l'autoroute, là, vas-y ». Quand même, je suis un parent libre, je lui permets. Ben là, non, je permets rien du tout. Je ne l'aide pas à grandir, je le mets en grand danger. Je ne le sécurise pas. Et ce que John Bowlby a émis comme théorie, ça a été développé, repris, et c'est très utilisé aussi aujourd'hui pour parler des différents types de relations, parents-enfants, mais même comment se construisent les relations dans le couple et même après. Il a été statistiquement montré que 62% de la population mondiale, française, on peut dire aussi, vit un attachement sécure, a bâti un attachement sécure avec leurs parents. Pour les autres, c'est d'autres types d'attachements. On parle de insécure, ambivalent, anxieux, enfin, etc. C'est-à-dire on ne se sent pas en sécurité et ça crée toutes sortes de difficultés relationnelles. Tout permettre à l'enfant, je l'ai noté, ce n'est pas l'aider à devenir autonome, c'est juste nourrir son insécurité et le mettre en danger. Donc on est là entre permission ou pas permission, mais je ne peux pas parler de permission si je n'ai pas établi un cadre, une protection avant, ce dont j'ai parlé ce matin. Par contre, il ne faut pas confondre protection et surprotection. C'est-à-dire, à un moment donné, ce n'est plus de la protection, c'est de l'esclavage. Tu m'enfermes dans l'enclos, je suis la brebis, tu m'enfermes dans l'enclos, et je ne peux même pas bouger, je ne peux même pas faire un pas, et tu es déjà là. Je ne peux même pas choisir de brouter l'herbe qui est là-bas en disant « Non, non, c'est celle-là que je t'ai réservée, c'est tout ». Je ne peux même pas pointer le nez dehors que déjà... le berger, il est déjà là. Non, le berger me permet d'aller et venir librement pour trouver de quoi me nourrir. Et l'enfant, il a besoin de cela. Il ne grandit pas à coup d'interdiction, il grandit dans un cadre sécurisant qui lui ouvre plein de permissions. Mais des permissions qui sont bien cadrées et qui ne le mettent pas en danger. C'est un auteur connu, Marcel Rouffaut, qui est un psychiatre, pédopsychiatre aussi. Dans son livre « Chacun cherche un père », dit cela, et j'ai noté cette phrase que je trouve super, « Le rôle du père est d'ouvrir les portes du monde à son enfant et de l'accompagner dans sa découverte en lui balisant le chemin. Le Père Tout-Puissant les ferme, lui interdisant l'accès. » Et il parle du rôle du père, parce que c'est un sujet que j'ai vraiment à cœur aussi, que j'essaye de développer, de dire le rôle du père, mais la mère c'est pareil aussi, mais en particulier, le rôle du père pour un enfant, c'est d'ouvrir les portes du monde. Mais en les balisant, bien sûr, pas en le laissant aller à la catastrophe. Il l'accompagne dans sa découverte. Et il dit, mais le Père Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il fait? Il interdit tout accès au monde, tout accès à une évolution, tout accès à ce qu'il devienne lui-même quelque part. Il ne lui permet rien, il lui interdit tout. Il le contrôle, c'est tout. C'est quelque part, c'est mon sujet, je suis son roi, pour ne pas dire, en tant que père, je deviens le Dieu de mon enfant. Il doit faire exactement ce que je lui dis, aller là où je veux, faire les études que je veux, devenir qui je veux, et finalement être la continuité de qui je suis ou de celui que je n'ai pas réussi à être, que l'enfant le devienne, c'est mon objet, quoi. Terrible, c'est ça. Et bien, dans le milieu, on va dire, de la protection de l'enfance, on rencontre beaucoup de personnes comme ça, quoi, qui finalement, ils ont un enfant qui n'est pas un sujet, un être humain, mais plus leur objet, et qui ferme tout.
Attention que notre protection ne devienne pas de la surprotection. Et trouvons l'équilibre. Trouvons l'équilibre. On n'a pas à maintenir nos enfants dans une sorte d'esclavage parce qu'on a peur de tous les dangers qui pourraient lui arriver. À un moment donné, l'enfant doit avoir, il y a un certain pourcentage de prise de risque. Le zéro danger, zéro risque, ça n'existe pas. À un moment donné, pour progresser en vélo, il sera obligé de temps en temps de faire une chute. Mais ça sera cadré. Hein. Il va faire une chute, il aura le casque, les genouillères, c'est bon, quoi. Il sera protégé. Ça sera, on l'accompagne. On ne va pas juste le laisser tomber et puis dire allez, relève-toi, ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est n'importe quoi. Non, c'est faux. C'est dire je t'accompagne et va plus loin. Je te protège, mais en même temps, je ne te surprotège pas. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que, par rapport à ce que je viens de dire déjà, est-ce que vous comprenez bien justement toute cette difficulté, cette nuance entre je veux protéger mais pas surprotéger, je veux permettre mais sans laisser tout faire et n'importe quoi? Est-ce que cet équilibre, vous le ressentez quand vous êtes avec des enfants? Est-ce que vous l'avez déjà ressenti quelque part? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une autre planète, hein? Est-ce que c'est des interrogations que vous vous donnez, quoi, que vous vous dites déjà? Je fais un sondage rapide comme ça, dites-moi. Oui, donc il y a certains, donc au moins le pasteur devant qui est sensible à ce sujet aussi. Hein, on ne veut pas les enfermer, mais on ne veut pas les mettre en danger non plus, quoi. Et c'est pour montrer que c'est pas évident d'être parent quand même. Hein. Surtout aujourd'hui, on se pose plus de questions qu'avant. Avant, on ne se posait pas de questions. L'enfant devait obéissance, point final. Et s'il était sage et obéissant, c'était un gentil enfant. C'est tout. Aujourd'hui, un enfant qui est sage et obéissant, on se pose des questions en disant il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'il doit être sous contrôle, il doit être manipulé par ses parents, c'est pas normal. Donc vous voyez, bon, c'est le monde actuel, hein, mais c'est bien de s'interroger. C'est bien de s'interroger. Qu'est-ce que favorise nos permissions parentales? Qu'est-ce que je dois permettre? C'est pas là ma question. Parce que chaque parent, dans chaque contexte, peut se permettre des choses ou permettre à son enfant des choses, alors qu'un autre parent ne le fera pas. On ne peut pas faire un copier-coller sur le voisin. Si mon enfant a des soucis de motricité, je ne vais pas lui apprendre à faire du vélo parce que l'enfant du même âge à côté fait du vélo. Je ne vais pas lui permettre. Comme ça, il va passer dans d'autres étapes. Parce qu'avant, s'il n'arrive pas, je dirais, au niveau marche et course, si c'est un peu tout mélangé dans le désordre, il y a un temps où il doit apprendre aussi certaines choses. C'est selon son enfant, selon son développement. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux règles recettes toutes faites en disant à tel âge, on doit lui permettre ça. Ok, mais vous ne connaissez pas mon enfant. Donc voilà. Et c'est pour ça que je ne vais pas faire une liste non plus. Mais je vais simplement mettre en avant ce que nos permissions peuvent favoriser dans sa vie. Et il y a toute une liste qui va apparaître, que je vais détailler ou pas, ou que vous pouvez détailler vous-même. Je mets juste les titres et on peut en discuter. Libre d'exprimer ses désirs, libre de faire des choix, libre de créer, d'innover, libre d'agir sans complexe, libre d'être soi. Voilà ce que nos permissions peuvent lui permettre, peuvent favoriser dans sa vie. La liberté. Et je reprends ce passage en introduction. Les brebis, elles sont libres d'aller et venir librement. Elles sont libres d'aller et venir. Donc là, on est dans de la liberté. C'est la permission et la liberté. Je vais vous laisser la parole et on va faire les 5 points. Mais déjà, en premier, libre d'exprimer ses désirs. Comment vous faites avec vos enfants pour leur faire vivre cela? Parce que je suis là pour accumuler votre expérience aussi, hein, votre expertise de parents. On est tous des experts et on est tous des novices. Oui? Voilà, permettre la communication, permettre à l'enfant de parler, on va dire, de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, ces choses comme ça, oui, de communiquer.
Et je ne connais pas les prénoms, mais voilà, j'ai vu une main levée devant. Pour moi, c'est simple, c'est quand tu veux, tu demandes. Voilà, du dire d'une manière générale, quand tu veux, tu demandes. Il sait qu'il a les libertés de demander. Moi, je parle selon mon expérience à moi, pour mes enfants, parce qu'ils sont tous différents, comme tu disais tout à l'heure. Eh ben, j'essaie de trouver un moment pour chacun, pour qu'on puisse avoir cette discussion, parce que deux fois, l'enfant a besoin d'avoir des discussions un peu personnelles avec la maman, comme avec le papa, et qu'ils n'osent pas dire devant les frères et sœurs. Donc moi, j'essaie de trouver un moment pour chacun de mes enfants, parce que j'en ai quand même 4. Et c'est pas facile, mais je le fais. D'accord. Donc, comme exemple, ma fille à midi, le vendredi, elle finit à midi. Je prends ce moment pour discuter avec ma fille. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, d'un côté, donc il y a la liberté. Tu dis, quand tu veux, tu demandes. Il y a la communication. Je fais cette démarche. Il sait qu'il a la liberté d'exprimer et prendre du temps spécialement pour ça. J'en profite. C'est vrai que je trouve que c'est important qu'ils puissent exprimer leurs désirs, mais des fois, je me rends compte que devant des choix, peut-être c'est plutôt le 2. Ouais, c'est bien aussi, oui, de continuer, oui. Que des fois, c'est leur compliquer la donne de leur laisser trop de choix. Et que des fois, après, ça les frustre. Donc voilà, c'est juste la question que je pose. Mais on va en venir, d'accord, oui. Alors, oui? Non, c'est bon. Ok, alors justement, pour rebondir sur cela, revenir donc déjà dans ce premier point, libre d'exprimer ses désirs. Ces 5 points, en fait, je ne les ai pas pris au hasard comme ça, en disant tiens, libre de ceci, libre de cela. Ça correspond à 5 étapes du développement aussi de l'enfant. De 0 jusqu'à 11 ans à peu près, et puis même après à l'adolescence. Le libre d'être soi, là on est en plein dans l'adolescence. Mais c'est quelque chose qui évolue avec le temps. C'est-à-dire que très tôt, vers l'âge de 2-3 ans, l'enfant veut exprimer et comprend cela, qu'il peut avoir des désirs différents de ses parents. Et c'est surtout ça, ce que ça veut dire. Quand l'enfant dit non, c'est pas qu'il est en rébellion, c'est simplement qu'il est en train de dire « j'ai un désir » qui n'est pas forcément celui que vous avez à ce moment-là, c'est tout. Vous me dites c'est l'heure de manger, je dis non, parce que juste pour dire j'ai une capacité, parce que j'ai appris un mot qui permet d'exprimer des désirs différents. Parce que jusqu'à, alors j'ai oublié, je ne sais pas le nombre de mois exactement, mais jusqu'à une période assez courte, hein, pas très longue en nombre de mois après l'accouchement, il y a un aspect très fusionnel entre l'enfant et sa mère, où l'enfant il pense simplement que sa mère, c'est la continuation de son corps, quoi. Sa mère, lui, c'est pareil, quoi. Voilà, et à un moment donné, il y a une différenciation qui se fait. Et dans la différenciation, il y a moi, il y a ma mère et mon père. C'est plus moi, le monde. Et puis dans mon monde, c'est qui ces 2 individus qui me nourrissent, par exemple. Mais c'est de dire, à un moment donné, eh bien, voilà, j'ai un désir différent. Et là où il y a un problème, c'est quand des parents répriment cela de suite. Ne laisse pas le temps à l'enfant de dire oui, tu peux dire non, tu peux ne pas être d'accord, tu as le droit d'avoir une envie différente des nôtres. Cette envie, on peut répondre en disant ah oui, c'est vrai, tiens, finalement, on va peut-être pas insister à lui donner 5 cuillères alors qu'il n'en veut que 2. Hein, et d'autres de dire mais pour ton bien, nous on fait comme ça. On est dans la communication, hein. Mais il comprend une chose, c'est qu'il a le droit d'exprimer des désirs différents de ses parents. Il a la permission. Il n'est pas bloqué dans ce domaine. Hein. J'ai cru voir une main levée là à un moment donné, non? Voilà, merci. Voilà, c'est jusqu'au 8e mois, parce que je sais comme il y a des professionnels aussi, et que certains sortent juste des études, mais enfin bon. Voilà, jusqu'au 8e mois, comme je ne l'ai pas noté, mais je sais que à 2-3 ans, on est dans cette expression de désir différent. Alors,
justement, il ne faut pas se sentir blessé dans son autorité quand un petit enfant de 2 ans dit non. Ça veut dire que ce n'est pas l'enfant le problème. Si ça nous contrarie fortement, c'est que nous-mêmes, on a un problème. Hein. Qu'on a quelque chose à régler en nous-mêmes. Hein. Ce n'est pas l'enfant le problème. Ce n'est pas le nom de l'enfant qui est un problème. Quand il dit non, c'est que nous-mêmes, ça nous renvoie peut-être à quelque chose de plus profond. Et là, de dire, bon, ok, mon autorité, ce n'est pas que mon enfant me dise oui à tout ce que je dis. Mon autorité, c'est aussi de lui permettre d'exprimer un avis différent du mien, un désir, une envie. Mais ça ne veut pas dire que je vais la satisfaire. Ça ne veut pas dire que de suite, je vais dire oui. Mais il sait qu'il a la liberté, c'est une permission d'exprimer ce désir différent. Et Dieu, et pas quelque part, Dieu, il nous laisse exprimer nos désirs. Puisque devant Dieu, on se sent libre d'exprimer tout. Et n'importe quoi. Il écoute, il reçoit, il accueille. Et il ne faut pas se dire, oh non, je n'ai pas le droit de demander ça à Dieu. Non, tu exprimes ton désir. Après, il te dira oui ou non, mais tu peux. Il aime écouter tes désirs. Ça ne veut pas dire qu'il les accueille favorablement, mais il aime écouter. Parce que tout ce qui reste à l'intérieur, on peut le tasser, mais à un moment donné, on fait des bêtises parce qu'on ne l'a pas exprimé, quoi. Donc on l'exprime, Dieu dit non, bon bah ok, c'est clair, allez, on continue ailleurs. Alors, et là, c'est quand on se sent libre d'exprimer ses désirs, alors on arrive à la deuxième étape, on va dire, de la permission que je propose, c'est de faire des choix. 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est important de laisser les enfants choisir des choses à leur niveau, bien sûr. On peut très bien leur dire, alors qu'est-ce que tu préfères ce matin ? Un short rouge ou un short vert ? Juste comme ça. Qu'est-ce que tu préfères, un jouet, une voiture ou une poupée ? Ils ont des préférences, ils ont des désirs, et en même temps, on les amène à leur dire, tu peux aussi choisir. Est-ce que tu veux manger des épinards ou des haricots verts ? Enfin, on ne dit pas épinards ou frites, parce que là, ce n'est pas un bon choix à leur proposer. Voilà, ok. Aujourd'hui, c'est légumes, mais je te laisse le choix entre épinards ou haricots verts. Donc, on a le cadre, mais on a la permission aussi. Et ils choisissent. Et très tôt, il faut leur permettre d'apprendre cela. Parce que j'ai connu un enfant de 8-9 ans, et ça, ce n'est pas normal, et même plus, 12 ans, qui est incapable de faire un choix. Qui est bloqué et qui dit « choisissez à ma place ». Quelqu'un qui dit « choisissez à ma place », ça veut dire que dans sa petite enfance, on ne lui a pas donné cette permission de choisir. Il n'a pas appris cela. Ça s'apprend. Ça s'apprend de pouvoir choisir entre deux choses. Ça s'apprend très tôt. Après, c'est sûr, comme disait Cathy, on ne va pas les mettre en difficulté devant des choix impossibles. À un moment donné, mais il y a des éléments où il sait qu'il a la permission de choisir. Et donc, comme il a la permission de choisir, il est dans une certaine liberté, mais bien cadré par rapport à ce qu'on sait aussi, ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon, bien sûr. Alors, on arrive à suite 3, libre de créer, libre d'agir, libre d'être soi. Moi, je vais me présenter à la présidentielle ex-programme. Chers Français, Françaises, vous êtes libres. Libre de créer, c'est vers l'âge de 4-6 ans. Notre enfant, c'est un créateur, c'est un créatif. La créativité, ce n'est pas à l'âge adulte qu'on l'a, mais c'est quand on est tout petit. On la perd, après en cours de route, il faudrait la retrouver. C'est pour ça que Jésus dit aussi, soyez comme des enfants. Bon, bien, même si ce n'est pas le contexte, mais redevenez créatifs comme Dieu veut que vous le soyez, quoi. Et là, l'enfant, il a besoin de créer des choses nouvelles. Et c'est là aussi important de lui donner cet espace de liberté où on ne lui dit pas exactement ce qu'il doit faire avec quoi. Et ce qui est intéressant pour comprendre ce que je veux dire, c'est qu'on lui donne une feuille, un coloriage à faire où il y a un paysage, un animal, un dinosaure, parce qu'on aime bien les dinosaures à cet âge-là, même plus tard, certains aussi. Et il y a 2 possibilités. Soit vous avez ces fameux dessins avec les numéros et les couleurs correspondantes, donc le 1, vous coloriez en rouge, le 2 avec le vert, le 3 avec le marron. Ou soit, vous avez le dessin tel quel, la boîte de crayons de couleur en disant « Tiens, allez, vas-y, tu peux colorier ». Mais sans lui dire quelle couleur mettre à quel niveau. Ça laisse un peu plus libre cours à la créativité, quand même.
Parce que le 1, 2, 3, 4, c'est bien, ça apprend la couleur, les choses. Mais pourquoi, alors peut-être là je vais exagérer, mais pourquoi c'est qu'un dessin, il doit exactement être colorié de la même façon que le modèle? Qui a imposé cette règle? Vous allez me dire, oh là, c'est de la révolte, la rébellion. On veut le socialiser, on veut qu'il entre dans le moule, l'enfant. Non, non. On veut qu'il exprime sa créativité en disant, oui, tu as décidé de faire le soleil vert, bah voilà, c'est amusant, c'est original. Tout le monde sait que dans la réalité, le soleil est orange, ça ne va pas le tromper, non, on le sait. Mais dans son imaginaire, il a décidé à un moment donné de faire un soleil vert. Il est libre de créer. Mais certains parents ont des soucis avec ça aussi, parce que de suite, non, non, le soleil n'est pas vert. Non, refais ton soleil orange, avec des nuances un peu rouges sur les côtés. Ouh. Ouais, moi je suis pas... Voilà. Pour les peintres, les artistes peintres, c'est du direct, du live, donc la couleur à corriger. Hein. Et libre de créer, il faut lui donner cette liberté. Dans quel sens? Eh bien, il y a un moment donné, il ne faut pas uniquement le mettre dans un cadre très contraignant pour que, quand il joue, quand il fait des choses, mais de lui permettre de cette création. Un autre exemple, je pense à ça, on comprend bien ce que ça veut dire, bien sûr. Chez nous, donc on a un petit qui a 7 ans, et dans le jardin, il y a une parcelle réservée pour lui, où cette parcelle, c'est très simple, c'est que de la terre, ou dans laquelle il peut faire ce qu'il veut, parce qu'au moins comme ça... Parce qu'avant, il allait me déterrer mes salades. Alors là, j'étais horrifié. Ou abîmé après que j'ai bien retourné la terre, préparé la terre, arrivé avec les camions, les tractopelles, les dinosaures qui démontaient tout. Ok, bon, tiens, voilà un cadre, voilà le cadre. Là, je te permets, allez, vas-y, à fond dans ta créativité. On ne se pose pas de questions dans quel état il va revenir. C'est permis, il fait ce qu'il veut dans son lopin de terre. Il revient avec de la boue partout, il en a peut-être mangé même. Après, on lui donne un vermifuge, enfin bon, un cachet parce qu'il a des vers et tout, ça arrive. Mais c'est pas mortel. Mais au moins, il s'est exprimé dans sa créativité du moment et il s'est bien défoulé. Et tout le monde est content. Moi, mon jardin, il est intact. Lui, il a pu ressentir cette liberté de créer, avec la terre qu'il avait là, à faire tout ce qu'il voulait avec, tous les jeux, tout l'imaginaire qu'il voulait mettre en place. Et puis à la fin, il va sous la douche, les habits vont à la lessive, et on continue notre vie et tout le monde va bien. Et c'est là, dans le domaine de la permission, cette liberté de créer, pour moi, c'est ce qui est la plus importante pour un enfant, parce que c'est celle qu'on peut détruire rapidement et faire de lui un adulte qui ne se sent pas libre d'innover, ne se sent pas libre de prendre des initiatives. Ça, c'est un autre domaine, mais je le mets avec. Qui, finalement, un adulte qui est passif, qui attend simplement qu'on lui dise ce qu'il doit faire et qui ne fait rien par lui-même et qui n'est pas là à proposer quelque chose de dynamique, de nouveau, de créatif, de vivant, mais qui ne fait que suivre le troupeau. Et là, nous, en tant que parents, c'est notre responsabilité de nourrir un peu la créativité de nos enfants et pas de les brimer. Et cette créativité, on donne un cadre, vas-y, mais en même temps, on laisse libre. On laisse libre. Et après, on peut reparler de sa création en disant ah, « Ok, tu as décidé de colorier ton dinosaure en rose pâle avec des papillons en tatouage. Tu peux m'expliquer ton dessin, ça demande du temps, de discussion et tout. Ah ok, ouais, tu t'es imaginé un dinosaure qui, avec ses papillons, aurait pu s'envoler et se transformer et tout. Enfin là, c'est moi, je suis dans mon imagination, hein, mais on peut partir dans tous les sens. Alors, je vous pose la question à vous. Comment avez-vous vécu? Ne répondez pas. Hein. Le but, c'est pas d'avoir une réponse, c'est juste la question. Votre période de l'enfance, où vous étiez hyper créatif par rapport à aujourd'hui, où vous dites « Ah, c'est super, mes parents m'ont nourri dans ce domaine », ou peut-être qu'aujourd'hui je suis comme ça, c'est parce que j'ai été brimé dans ce domaine à une période de ma vie, et qu'on m'interdisait tout, que je ne pouvais pas être libre de repeindre le plafond, bon ok, d'accord, de creuser des trous dans le mur, bon ok, d'accord,
Mais il y a d'autres choses qu'on peut permettre. C'est un questionnement personnel, de se dire peut-être si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais un peu sous plein d'interdits parentaux concernant la créativité. Permettre libre de créer. Libre de créer. Avez-vous des choses à rajouter par rapport à ce que je viens de dire? Vous avez le droit même de me corriger, puisque je peux commettre des erreurs même dans tout ce que je dis, ou d'ajouter, de compléter, ou voilà. Enfin, on est ensemble, c'est nature. Oui. Moi, j'ai grandi dans une famille où c'était quand même assez carré, quoi. Tu vois, par exemple, tu parlais de brimer la créativité. Quand il était question de se coucher à 20h, c'est on se couche à 20h. Hein. C'est pas on se couche. Tu vois, par exemple, quand je partais chez mes grands-parents, ma grand-mère était institutrice de l'époque où, à l'époque, on faisait encore normal, tu vois. C'est vraiment les vraies écoles d'enseignants. Et c'était 20h, c'était pas 20h30. Il n'y avait pas moyen de négocier. Par contre, je passais mes après-midi entières toute seule, à jouer seule. Et on dit que l'ennui favorise la créativité. Et le plus gros danger de l'époque qu'on vit actuelle, c'est que nos enfants ne s'ennuient plus. On a peur que nos enfants s'ennuient, on a peur du silence, on les gave d'activités, hein, voilà, les écrans. Bon, il y a aussi du positif dans l'écran, que j'ai su par le milieu médical. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Les infirmières et tout qui m'ont expliqué que, par exemple, maintenant, les médecins utilisent les écrans, les téléphones, pour détendre l'enfant lors d'une consultation médicale. Bon, ça, c'est un autre sujet. Toute une question de gestion, c'est tout. Une question d'équilibre, voilà. Mais pour en revenir à la créativité, parce que moi, j'ai fait une école d'art, donc je suis quelqu'un d'extrêmement créatif, mais j'ai aussi une maman et j'ai eu aussi une grand-mère qui était très carrée. Tu vois, c'est ce que disait tout à l'heure Cathy, ça rassure qu'on ne nous laisse pas 50 choix. Et pour obéir à Dieu, il faut déjà qu'avant, nos parents nous ont appris à obéir. Il faut déjà qu'on a appris à obéir à son papa et sa maman pour que le jour où Dieu te parle, tu puisses obéir à Dieu. Mais par rapport à la créativité, c'est terrible. Notre époque a surstimulé. Ce matin, tu disais les décibels, etc., dans les oreilles de nos enfants. Et je suis d'accord avec ça. Moi, je passais des heures entières à jouer toute seule. À l'époque, il n'y avait pas autant de voitures que maintenant. Je rentrais de l'école à pied en CP. Et j'étais toute seule. J'avais un copain imaginaire. Je goûtais avec mon ami imaginaire presque. Et aujourd'hui, on ne vit plus malheureusement dans ça. Voilà. On peut aussi stimuler aussi un petit peu les enfants, par exemple en leur faisant visiter un site archéologique ou en peut-être les initiants. T'aimes les dinosaures? Ah ben tiens, je t'achète un bouquin de dinosaures parce que comme ça, je vais te stimuler intellectuellement. Mais pour la créativité, l'ennui. Et tu vois, et aujourd'hui, maintenant, les enfants ne s'ennuient plus. On rentre plus de l'école à pied parce que c'est extrêmement dangereux. On a peur de tout. On sécurise tout. On a tous les toxoplasmoses quand on est enceinte, là. Parce qu'on laisse plus nos enfants dans les salles de sable. Donc, voilà. Donc, voilà. Il y a un vrai paradoxe entre protéger son enfant mais c'est aussi le contexte actuel qui fait que, en tant que parent, on ne peut plus les laisser rentrer. On ne peut plus les laisser jouer en bas dans la résidence. À mon époque, on allait jouer en bas dans la résidence. Il n'y avait pas de danger comme aujourd'hui. Et c'est là où il faut trouver, on va dire, d'autres moyens, en disant tout en gardant la sécurité et le cadre dans le contexte actuel, pas en mettant en danger. Là, il y a Laurent au fond aussi qui voudrait intervenir là. Mais de se dire, voilà, c'est quelque part, c'est pas stimuler sa créativité dans ce sens qu'il en a pas. L'enfant, naturellement, il en a. C'est surtout ne pas
la brimer, laisser lui exprimer, libre d'exprimer sa créativité, comme il l'entend, dans un cadre donné, bien sûr, en respectant certaines choses, mais voilà, à un moment donné, il est tout seul, il commence à raconter son histoire, son ami imaginaire, tout ça. Mais c'est sûr, le mal de la télé, c'est que la télé détruit la créativité. Parce que la télé, elle montre une histoire figée, toute faite, et ne fait pas travailler l'imaginaire de l'enfant. Alors que l'enfant, pour créer, il a besoin de l'imaginaire. Et pareil, nous, avant de créer quoi que ce soit, c'est dans l'imagination, dans le rêve que ça se place, et après, on crée. Mais quand tout est devant une télé, tout se ferme. Oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire, c'est bien gérer la chose, mais là, quand je parle de télé, c'est quand il est continuant, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est ça qui est grave. Voilà, je laisse. Oui, par rapport au quatrième point, libre d'agir sans complexe, j'ai un souvenir qui m'a marqué. Dans mon enfance, mes parents ont divorcé et ma mère, bien que ça se passait mal avec mon père, m'a toujours laissé la liberté de voir mon père, d'appeler, de téléphoner à mon père. Et c'est étrange, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà, je savais qu'ils étaient en tension, qu'ils ne s'entendaient pas bien, mais cependant, ma mère m'a toujours autorisé à l'appeler quand je voulais, à le voir quand je voulais. Et c'est quelque chose qui m'a fait du bien, qui m'a fait beaucoup de bien. Même si intéressant, je l'ai pas fait. Ouais. C'est étonnant. Hein. Intéressant, donc il n'y avait pas de sentiment de culpabilité à ce niveau-là, quoi. C'est super. Donc justement, tant mieux, ça enchaîne sur ce libre d'agir sans complexe. Je vais accélérer un peu, parce que c'est surtout le côté créé, mais libre de créer comme les autres. Hein, c'est un thème à part entière, on pourrait passer des heures là-dessus. Libre d'agir sans complexe. Alors quand j'ai mis ce titre, c'est en pensant surtout à ce complexe d'infériorité qui se met en place à l'âge de 6-11 ans, ou se met pas en place. Hein. Quand l'enfant bien réalise des choses, il a des compétences nouvelles, il sait lire et écrire, il est capable de compter, il est capable de faire des choses magnifiques avec ses 10 doigts, avec ses raisonnements, capable de plein de choses qu'il n'avait pas encore avant 6 ans, avant qu'il soit pleinement scolarisé. Eh bien là, libre d'agir sans complexe, c'est libre de faire selon ses compétences, sans qu'il soit dévalorisé dans ses compétences. Il sait qu'il n'a aucun complexe de mettre en avant quelque chose qui lui appartient à lui. Et il sait qu'il a cette permission de le mettre en avant, je ne sais pas, ça peut être des choses très simples, hein, en disant, si votre enfant il raffole cuisiner, de lui dire, tiens, allez, cette fois-ci, on a des invités, allez, si tu as envie, vas-y, fais le dessert. On ne demande pas que ça soit parfait, 3 étoiles avec les décorations, mais on peut être étonné des fois. Mais une fois que c'est fait, il est valorisé, il sait qu'il n'a aucun complexe pour faire ça. Il ne se sent pas « Oh là, si je rate, on va me tomber dessus, je ne le ferai pas parce que j'ai peur que l'échec fera que mes parents vont me traiter de tous les noms. » Quelque part derrière ce libre d'agir sans complexe, c'est libre de faire des erreurs et de dire il sait que et il sera toujours encouragé malgré tout ce qui peut être ratage dans ses réalisations, dans ce qu'il fait. Et on l'apprend ainsi à être quelqu'un pas simplement qui consomme plein de choses qui passent, mais à mettre en avant aussi et à produire. Et il sent qu'il peut le faire, il n'a pas de peur et d'angoisse, même s'il peut avoir quelques inquiétudes parce qu'il veut bien faire, mais il sait qu'il n'est pas paralysé par la peur en disant « je ne vais pas le faire parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi si je rate ?» Et presque, les parents, ils sont là justement pour encourager l'enfant à dire « t'inquiète pas là, t'inquiète pas, je te donne la permission de rater, vas-y, c'est pas grave. Mais sache que quoi que tu fasses, ça ne sera pas raté. » Parce que c'est quelque chose que tu as fait selon tes compétences et tu l'as fait avec cœur. Donc pour moi, ça sera toujours une réussite. Même si le trou est trop gros et que je dois le reboucher après avec du plâtre. Parce que, bon voilà, s'il avait envie d'utiliser un peu la perceuse, accompagnée, bien sûr, pas à l'âge de 5 ans, hein, mais accompagnée, de percer un trou et que finalement ça vibrait un peu trop et qu'il s'est écarté à droite, à gauche,
Mais en même temps, on dit, voilà, puisqu'on permet l'erreur, on fait que là où il va faire le trou, s'il y a quelque chose, un accident, ça ne soit pas trop grave non plus. Hein. On fait en fonction. On l'accompagne. Mais s'il y a un ratage, il ne faut pas lui mettre la responsabilité sur le dos, se disant non, c'est moi, je lui ai permis ça, donc j'endosse aussi les conséquences du ratage, quoi, quelque part. C'est pas à lui de les porter de suite, et en disant t'es minable, tu vaux rien, tu sais pas faire. Et il y a des enfants qui ont grandi comme ça, c'est terrible. Laisse-moi faire, tu sais pas faire. Au lieu de l'accompagner, de dire non, si, je te vas-y. C'est vrai, mais on va améliorer, je vais t'accompagner, t'apprendre. Tout de suite, c'est tu sais pas faire, tu vaux rien, t'es minable, t'es nul. Certains enfants, malheureusement, ont grandi avec ça et ils sont pleins de complexes, quoi. Plein de complexes. Et il y a une ancienne école, pareil, hein, c'était plus paf que allez, vas-y. Et quelque part, j'en viens à l'église, nos enfants à l'église, et je trouve que c'est super lorsque les compétences, même des enfants, peuvent être encouragées dans l'église en disant tu es libre d'agir sans complexe là. Allez, on va distribuer des tâches, tout ça, et puis tu es libre, vas-y. Et ça peut nous étonner parfois, nous étonner. Je me souviens d'une expérience en colo, et j'ai vraiment apprécié ce moment-là, où, à une réunion le soir, j'ai dit, c'est vous, c'était des enfants, des préados, et c'est vous qui faites la réunion ce soir. Allez, on l'organise ensemble. Donc, voilà, j'ai cadré, bien sûr, je savais à qui m'adresser en disant qui aurait un témoignage à partager, il y en a un ou deux, et je dirais, ce serait bien. J'ai été voir quelqu'un, je dis, tiens, toi, tu veux lire, il avait 12 ans, un texte de la Bible, et puis donner allez, vas-y, donne une pensée comme ça, et puis à l'autre un chant et tout, et ils ont fait la réunion. Mais qu'est-ce qu'on a été bénis. Et je me suis aperçu que chez ce jeune de 12 ans qui a fait une lecture et qui a partagé une pensée, je dis, waouh, il y a une graine de prédicateur là, hein, parce qu'il a été capable de mettre en relation le Nouveau Testament avec l'Ancien Testament et de faire un lien cohérent et logique. Et de travailler une pensée comme ça. C'était pas juste, je lis un texte. Il n'avait pas une semaine pour préparer, hein, c'était le midi pour le soir. J'ai dit, oh ouais, on voit apparaître des choses là. Mais parce qu'on leur a permis d'être libres, d'agir sans complexe. Ils savaient que le but, c'était pas un concours, il n'y avait pas de concours là-dedans, c'était de dire, allez, vas-y. Et libre d'être soi, là, c'est tout un sujet bien en soi, mais je ne vais pas le détailler, parce que je vois qu'il est 5 heures là-bas à la pendule, elle a l'heure, hein, c'est ça. Et je veux quand même parler un peu de potentialiser. Il faudrait beaucoup plus de temps pour tout ça, bien sûr, mais au moins, on survole certains éléments. Libre d'être soi, à l'adolescence, hein, on sait que c'est la construction de l'identité. Et parfois, il y a des rébellions qui se justifient à l'adolescence. Quand les parents sont tellement enfermants pour leurs enfants qu'ils étouffent et que l'ado, il ne peut pas être lui-même. Il ne peut pas être lui-même, tellement il est étouffé par ses parents. Donc sa seule solution, c'est soit s'enfermer de plus en plus sur lui-même et devenir un ado renfermé qui reste uniquement... Ça veut pas dire, ce que je vais dire, ça ne veut pas dire cause à effet, mais c'est une possibilité qui reste enfermé derrière les jeux en réseau, qui ne parle plus à personne, qui ne fait plus rien, tellement qu'il ne peut pas s'exprimer dans sa maison, ou l'ado rebelle jusqu'au bout. Mais ça ne veut pas dire que tous les ados rebelles viennent de parents qui les enferment, et tous les ados qui jouent au jeu en réseau ont des parents. Ça ne veut pas dire ça. Mais voilà, et là c'est un sujet à part. Il y a Pierre-Samuel Rouffet qui va venir bientôt, responsable d'ADN, Laurent qui est responsable ado aussi, et qui est dans cette transition, et la question de l'identité. Alors là, libre d'être ce que Dieu veut que je sois. Laissez-moi être libre, parce que quelque part, si vous ne me laissez pas être libre, vous empêchez que je sois ce que Dieu veut que je sois. Et c'est grave de se mettre à la place de Dieu en tant que parent. Ce n'est pas mes enfants. Ils ne m'appartiennent pas, c'est les enfants de Dieu avant toute chose, et ça enchaîne sur potentialiser, mais c'est dire qui Dieu veut que mon ado soit. Et je veux le laisser libre d'être qui il est réellement. Bien sûr, sans entrer dans toutes les déviations du temps moderne, dans tout ce qui est concept du genre, transgenre, et puis tout ce mélange pas possible. Il faut bien sûr, à un moment donné, s'il va trop loin dans certaines choses, dire non, ce n'est pas toi. Ça, c'est le monde qui te l'a mis dans ta tête.
Ce n'est pas toi. Tu crois que c'est toi, mais c'est parce qu'il y a eu des influences autour de toi qui te font penser que tu es comme ça. Mais ce n'est pas réellement toi. Alors, on ne va peut-être pas lui dire comme ça, mais c'est l'idée que je veux laisser transparaître. Et en conclusion de cette partie-là, permettre, je lisais dans un article, là je n'ai pas noté l'auteur, mais il faisait cette remarque en introduction de son article, il dit « La sécurité me libère, la liberté me sécurise ». Ça fait bien, hein? Même si on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais ça fait bien. Donc voilà, c'est le prochain sujet de philo. Est-ce la sécurité qui me libère ou est-ce que c'est la liberté qui me sécurise? Je vous laisse avec ça, ça va aller. Mais les deux vont ensemble. La liberté sécurise parce que l'enfant se retrouve devant des permissions qui lui font du bien, mais en même temps, il a besoin de sécurité pour vivre cette liberté. C'est un peu le résumé de protéger et permettre. Une dernière intervention par rapport à se permettre, et j'enchaîne sur potentialiser. Oui? Alors, peut-être le micro, puisque j'entends pas d'ici. C'est juste, je pensais, comme c'est marqué libre d'agir sans complexe. Si ce n'est pas un pas qu'on les donne à l'enfant de grandir, de devenir indépendant, c'est Oui. le laisser agir justement pour qu'il grandisse. Oui, oui, c'est ça. C'est le but, justement, c'est pour aller vers l'autonomie, il ne faut pas qu'il soit paralysé pour tout un tas de complexes, quoi. Oui. Ça, c'est ça. C'est ce que vous voulez dire, non? Oui, c'est ça, en fait, je vois ça comme ça, non, de les laisser s'exprimer, justement, tout à fait. pour qu'ils puissent être plus indépendants. Tout à fait, c'est ça. Alors, je vais vous laisser libre maintenant, pendant 10 secondes, de vous lever, de vous étirer et de vous rasseoir, s'il y a besoin. Je ne mets pas plus, parce que si je dis on fait une pause, là on va tous partir. Vu qu'il reste 30 minutes. Ah, voilà, c'est... Alors, moi, ce que j'aime bien, il y a dans une formation que je suis par rapport à la relation d'aide, les formateurs, c'est vraiment sympa parce qu'ils nous ont libérés dès le début. Quand c'est le moment de 2 heures, c'est pas l'heure ici, mais quand c'est 14 heures, on est libre de piquer un roupillon, de s'assoupir, de fermer les yeux parce qu'ils savent très bien que c'est le moment. On est formé, on est fait comme ça. Et voilà, il y a besoin des fois, certains, dormez, mettez-vous la tête sur la table, fermez les yeux, je ne suis pas contrarié, pas vexé, je comprends, vous êtes fatigué, on est libre. Et que dire, oh, vous m'écoutez pas, qu'est-ce que vous faites, vous dormez? Mais c'est plus fort que moi, je suis en pleine digestion, c'est mon corps, là, c'est pas, je peux pas lutter contre, enfin si je peux, mais oh, je me rappelle à la fac, à 2 heures, qu'est-ce qu'on dormait bien en amphithéâtre. Surtout quand c'était les cours d'histoire géo, c'était formidable. C'est pour Audrey, mais je me souviens en terminale, j'étais avec un ami, on n'était pas dans la même classe, mais on était amis en première, on a fait 2 terminales différentes. Il vient vers moi et dit « Waouh, Rodolphe, ouais, quoi ? J'ai réussi à rêver pendant le cours de géo, je me suis endormi et j'ai fait un rêve. Waouh !» Alors là, il était au taquet, là. On faisait des études de matin, c'est pour ça. On était fiers de dire « J'ai réussi à faire un rêve pendant le cours !» Tellement j'ai bien dormi. Alors, potentialiser. Jésus dit, Jean 10, 10, 11, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, et on aime bien ce verset, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus n'est pas venu simplement pour que nous ayons la vie, mais que nous l'ayons en abondance, en surabondance. Il n'est pas venu juste nous sauver et faire de nous ses enfants, mais il est venu de faire de nous ses super-enfants. Ou pas super-héros dans le sens moderne du terme, mais des personnes qui sont pleines d'abondance, de surabondance, une vie
Et j'aime bien cette parole qui, de leur cœur, va jaillir, et pas juste une vie qui est là. Je suis vivant, ok, mais là, c'est plus que je suis vivant. Je suis explosant, je suis un volcan, pas pour détruire, mais pour montrer que la vie qui est là, c'est pas juste j'ai fait un petit truc, je suis content aujourd'hui, ça va bien. Jésus il est venu pour que notre vie elle soit dynamique, créative, explosive, jaillissante, que nous ayons la vie en abondance, et que cette vie s'exprime eh bien, tout autour de nous. Et c'est là où j'ai pensé à ce mot potentialiser, qui est un peu particulier, qui est différent des mots précédents. C'est de se dire, mais finalement, la vie que je possède, est-ce qu'elle ne peut pas être 10 000 fois plus meilleure? Je pense à ma vie avec Jésus, je peux me la décrire, me l'imaginer, et une fois que je me l'ai décrit, on ne va pas faire l'exercice, que je me le suis décrite, imaginé, eh bien, multiplier ça par 10, par 20, par 30, Jésus veut beaucoup plus que tout ce que je peux imaginer présentement. Par rapport même aux talents, aux compétences, aux actions, à tout ce que je peux exprimer aujourd'hui, dans plein de choses, de dire, mais il est venu pour que la vie, elle soit en surabondance. Pas juste, j'ai la vie, je suis content. Il veut potentialiser l'existant. Il part avec nos vies en disant, il y a la vie, et bien maintenant, on va la potentialiser, qu'elle se multiplie encore plus. Ce mot potentialiser, alors je l'ai mis là, ok. Je ne sais pas pourquoi c'est apparu comme ça. Alors je vais vous le lire. En pharmacologie, c'est l'action s'exerçant entre deux médicaments ou substances qui possèdent une activité qualitativement différente et qui aboutit à augmenter l'activité de l'un ou de l'autre, exaltant aussi bien ses effets recherchés que sa toxicité. En clair, c'est pour dire que ce que j'apporte à mes enfants, je le potentialise dans le sens qu'il y a quelque chose en lui et mon éducation, ma façon d'être en relation avec lui, ma façon d'agir, ma façon de parler va développer les capacités de son enfant. On va avoir un effet multiplicateur dans sa vie. Je ne lui donne pas des compétences, ce n'est pas moi qui lui donne. Il a reçu, mais moi, mon rôle en tant que parent, c'est de potentialiser tout cela. C'est le permettre d'être soi, mais surtout, on pourrait dire le permettre de mettre en valeur tout ce qu'il est et tout ce que Dieu veut qu'il soit. On potentialise. Notre rôle, c'est de le pousser, pas à devenir un génie et puis à être au sommet de la réussite du monde, mais vraiment à exprimer, on va dire, tout le potentiel que Dieu lui a donné, hein, c'est tout. C'est le rôle du pasteur aussi dans l'Église, hein, à aider chacun à trouver sa place et puis à aller, Dieu t'a donné, va, je suis là, je veux t'aider à aller plus loin et que tu aies les outils pour aller plus loin. Alors, j'ai noté ça et après j'ai une image aussi pour retenir, potentialiser, on peut le résumer ainsi plus simplement, c'est je veux être en tant que parent, animateur, éducateur, un déclencheur de vie abondante chez mon enfant, chez l'enfant qui est devant moi. Un déclencheur de vie abondante. Le permettre d'être libre avec toute la liste nous amène justement à ça. Déclencheur de vie abondante chez mon enfant. Alors au-delà de l'image du berger que j'ai pris comme base, j'ai une autre image à vous donner, elle n'est pas biblique. Celle du sonorisateur. Je comparerai les parents à des sonorisateurs. Vous êtes derrière votre table de mixage, votre enfant, c'est l'orchestre qui est sur l'estrade. Ce n'est pas le sonorisateur qui a choisi qu'il y aurait un violon, qu'il y aurait un piano, qu'il y aurait ceci, qu'il y aurait cela. Non, voilà, ça s'est mis en place. Il y a une décision qui ne dépend pas du sonorisateur. Ce n'est pas lui qui a décidé. Et les instruments sont en place, mais lui, son rôle, avec ses potentiomètres, ses curseurs, avec sa table de mixage, c'est de faire ressortir le meilleur de cet orchestre afin que le public entende justement la beauté de tout ce qui est joué sur l'estrade et que tout le monde en profite et que le son qui en ressort ne fasse pas mal aux oreilles, ne soit pas discordant, dissonant, inadapté, mais que tout le monde dise « Waouh !»
ça donne envie. Dieu, c'est lui qui place les instruments là où il veut, c'est lui qui forme l'orchestre, c'est lui qui donne les talents, c'est lui... Nous, il nous dit, bien maintenant, allez, fais une bonne une sonorisation, vas-y, qu'il y ait un bon son maintenant. Que c'est pas toi qui vas créer quoi que ce soit, mais par rapport à ce qu'il y a déjà, qu'il y ait un bon son, qu'il y ait un bon son. Un passage là dans l'Évangile que vous connaissez bien, Matthieu 9, versets 37-38, il dit, Jésus dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. J'ai eu l'occasion, plusieurs années en arrière, de prêcher sur ce verset-là, à une réunion de prière, parce qu'on prie souvent et ça me dérangeait, j'avais du mal avec cette prière. Parce que j'avais l'impression qu'on la répétait et qu'elle ne s'exauçait jamais. Je ne sais pas, vous. C'est « Seigneur, envoie des ouvriers ». Et puis l'année passe, on manque d'ouvriers. Hein. Et encore, il en manque d'ouvriers. Ça veut dire que Seigneur, il ne répond pas à cette prière-là, il y a un souci là. Et j'ai trouvé ma solution. Je ne vous dis pas que c'est la bonne interprétation du texte, mais c'est une possibilité. Ça m'a convenu pour moi, hein, c'est ma réponse. Hein. C'est de dire, mais le Seigneur, il a déjà répondu à cette prière. En faisant naître un enfant. L'ouvrier, il est déjà là. Sauf qu'il n'y a personne pour l'aiguiller vers la moisson. Ou l'aiguiller en tant qu'ouvrier. Et mon enfant, quelque part, je veux dire, mon enfant, mon propre enfant, est une réponse à cette prière. L'enfant que vous avez dans votre maison est une réponse à cette prière, mais l'important, c'est de se poser cette question. Qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce que Dieu a mis en lui? Qu'est-ce que Dieu a mis en lui et que Dieu veut que je valorise, que je potentialise pour l'amener justement à être cet ouvrier que Dieu vient d'envoyer dans la moisson, mais qui n'est pas encore visible, qui n'est pas encore pleinement actif. Mais il est là. Reconnaître ce qui est en gestation dans la vie de mon enfant. Il y a un homme particulier, c'est Jean-Baptiste. Lorsqu'il est né, tout son voisinage, il nous est dit, tous les gens du voisinage furent remplis de crainte parce qu'il y a un événement miraculeux s'était passé, Zacharie était muet, il se remet à parler, le père de Jean-Baptiste. Et on nous parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de Judée. Tous ceux qui les apprenaient en étaient profondément impressionnés et disaient « Que sera donc cet enfant ?» Car le Seigneur était avec lui. Des fois, il y a des signes en disant « Là, il y a quelque chose. » C'est en gestation. C'est léger. Ça peut être très léger même. Et de dire « Mais que deviendra, que sera donc cet enfant ?» C'est la question que tout parent peut se poser devant Dieu. Seigneur, je ne veux pas mettre sur la vie de mon enfant, projeter sur la vie de mon enfant une carrière qu'il doit faire, un métier qu'il doit faire, une femme ou un homme avec qui il doit se marier, le lieu où il doit habiter, tout ça. Le fait qu'il doit travailler en France, pas travailler en France et tout. Mais en tant que parent, de dire, moi je suis juste un sonorisateur. Quels sont les instruments qui sont sur l'estrade? Quels sont les instruments que je dois sonoriser, mettre en avant par rapport au style de musique qui doit en ressortir? Et de réfléchir à ça et de se dire, mais je suis persuadé que les futurs ouvriers, les ouvriers que Dieu a envoyés dans la moisson pour Antibes sont déjà là. Sauf qu'il faut aller les chercher, c'est tout. Dieu a déjà répondu à la prière et quelque part, je ne veux pas vous dire arrêtez de prier comme ça, mais commencez au moins à aller chercher tous ces ouvriers qui sont là, qui sont juste devant moi. Là, j'en vois une, j'en vois deux, hein, j'en vois encore deux autres, oui, qui n'ont pas encore 10 ans, c'est vrai, mais ils sont là. Et Jésus a déjà mis des choses dans leur vie, dans leur cœur, et ils sont là. Mais à nous de les potentialiser et de les amener jusqu'à ce que Dieu veut. Un de nos défis de parents, c'est de discerner ce que Dieu a déjà placé dans la vie de nos enfants. On discutait tout à l'heure avec Laurent, et c'est un peu aussi ce qu'il a sur le cœur, dire amener justement ces personnes-là avec ces talents, ces compétences à pouvoir allez, vas-y, reste pas dans tes complexes, dans ta paralysie. Tu es aussi un ouvrier que Dieu a déjà envoyé dans sa moisson. C'est le moment de te lever et d'aller travailler pour certains. Je notais dans un livre
que je lis actuellement, la Marie Andersen, l'emprise familiale. Donc pareil, là c'est une psychologue qui raconte tout un ensemble d'entretiens qu'elle peut vivre. Et elle dit, de nombreux parents éduquent en utilisant leur satisfaction comme repère de ce qu'il convient de faire à leurs enfants. Et leurs enfants, attendez, je relis. De nombreux parents éduquent en utilisant leur satisfaction comme repère de ce qu'il convient de faire, et leurs enfants obéissent à cette référence durant de nombreuses années sans la mettre en question. Et ils ne seront jamais la personne qu'ils auraient dû être, parce qu'ils restent sur la satisfaction que les parents ont par rapport au choix de l'enfant. Et notre but, ce n'est pas qu'on soit satisfait de ce que l'enfant choisit, c'est qu'on soit satisfait de ce qu'on ait pu mettre en avant, ce que Dieu a choisi pour son enfant. Et pour ça, nous, en tant que chrétiens, on ne peut que prier, avoir du discernement, et puis agir justement pour mettre en valeur tout cela. Et je terminerai avec ces 3 éléments. Pour développer le potentiel de mon enfant, là, je ne mets pas de l'action, direct, mais je mettais 3 éléments: respecter ses différences, valoriser ses différences, fertiliser ses différences. Voilà, on en revient à la permission tout à l'heure, libre des désirs, des choix, libre d'être soi. C'est la même chose. Je respecte ses différences. Il est libre. Je respecte qu'il y a des choses qu'il met en place. J'y aurais jamais pensé. Peut-être que même ça me plaît pas d'un point de vue doctrinal, mais juste parce que c'est pas du tout mon style. Quand il y a eu la génération hip-hop qui est arrivée, c'est sûr que la génération d'avant, c'était pas leur style du tout. Quand on a commencé à chanter du rap chrétien, c'est sûr que c'était pas le style d'avant. Mais d'accepter en disant, je respecte, c'est différent, je le respecte, même si je le comprends pas vraiment, mais je vois que ça apporte quelque chose. Je vois les fruits, les effets, je vois qu'il y a une vie qui est derrière cela. Et c'est ce que je veux considérer. S'il y a la vie derrière cela, alors peut-être Dieu conduit mon enfant ainsi. Je ne veux pas tout de suite, parce que c'est différent, le mépriser, mais je le respecte. Après avoir un temps, on peut aussi valoriser ces différences. Alors, valoriser, donc, comme je disais, c'est surtout pas, bien sûr, mépriser, c'est surtout pas dénigrer. C'est de quelle manière j'encourage mon enfant pour pas qu'il l'étouffe dans ses aspirations, ou pour pas qu'il soit cassé dans ce qu'il a reçu, mais qu'il soit encouragé. Alors, parfois, ce n'est pas par rapport à nous. Un exemple. Dans une génération avec plein d'écrans, imaginez qu'un enfant n'aime pas du tout les écrans, n'aime pas du tout les films Marvel, il n'aime que la littérature Victor Hugo. Vous allez me dire, ça n'existe pas. Mais on se l'imagine. Allez, on se l'imagine. En disant, non, moi, les super-héros, les Spider-Man actuels, ça ne m'intéresse pas. Et il n'a pas ce sujet de conversation à l'école. Mais moi, ce que j'aime, c'est raconter l'histoire que je viens de lire là, dans ce livre que mes parents m'ont offert, ça m'a passionné et tout. Donc on peut dire qu'il y a une différence là, par rapport au groupe. Le parent qui valorise la différence, c'est dire par rapport à toutes des moqueries, peut-être des copains à l'école, ou le fait qu'il se sent vraiment différent, ils sont là pour l'encourager en disant, tu sais, ce que tu aimes, c'est important, c'est Dieu l'a voulu ainsi. Si tu es différent, et si tes copains se moquent de toi parce que tu es différent dans ce domaine, c'est peut-être que eux, ils ne comprennent pas, parce que tout le monde fait comme ça, mais tu as le droit d'être différent, d'avoir des goûts différents et de les exprimer. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais ado, j'avais un problème, je le cachais. J'aimais la musique classique. C'était l'époque hard rock. Hard rock, alors bon, j'écoutais du Mozart, ça faisait un peu hard rock, c'était bien. Mais je préférais la musique classique, les échecs. Bon, c'est sûr, je préférais avec mon frère quand il disait « Allez, on joue à la guerre, à la bataille ». On ne peut pas jouer au papa et à la maman. Bon, c'est sûr, certains pouvaient s'interroger à l'époque, mais c'était ma différence, c'était ce que j'étais, mais ça ne m'a pas transformé en quelqu'un d'original, d'exubérant, d'asocial. Non, c'est simplement, j'avais d'autres goûts, d'autres aspirations. Et puis on a eu d'autres chemins avec mon frère.
Donc savoir valoriser ces différences et savoir fertiliser ces différences. Ça revient à ce que je disais un peu ce matin, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et parfois, bien, il y a quelques dépenses qu'on doit faire. Même si ça ne me plaît pas, ok, je vais te payer des cours de... Après, point de suspension, je ne sais pas de quoi. Même si ce n'est pas trop mon truc, mais je vois que ça ne te tient pas juste à cœur, mais je crois qu'il y a quelque chose là, même si je ne le comprends pas. Bon, allez, on va faire une dépense pour ça, on va t'aider. Sans tomber dans, bien sûr, toutes sortes de travers. Hein. On reste équilibré en tant que parent. Hein. Et c'est un grand défi pour l'Église. Et je suis content parce que par rapport à Antibes, je vois que ce défi il est relevé où on n'est pas dans un type particulier de service, de ministère, un type particulier de compétences, mais on est à l'écoute, même des différences, même des choses atypiques, même des choses qui ne correspondent pas à la majorité. Et de dire bien que ça soit, on va dire, un terrain fertile, l'Église, qui permette de fertiliser ces différences. Ça permet de les potentialiser, de les augmenter, de les développer, que la personne finalement se retrouve au milieu de la moisson que Dieu a voulu et dit, eh ben oui, on a l'ouvrier là, pour qui on a prié, on voit des ouvriers dans la moisson ici, il est là, on t'a prié pour que quelqu'un aille évangéliser le Carlton, eh ben, tu as permis qu'il devienne, je ne sais pas quel poste au Carlton on peut avoir, mais qu'il ouvre des portes et qu'il est en contact avec toutes ces personnes de ce milieu hyper riche et qu'il parle de Jésus. Il ne s'est pas perdu, au contraire, parce qu'il était bien accompagné par l'Église, par ses parents et tout. Il a su faire la différence sans se noyer dans toutes sortes de dérives pas possibles, parce que souvent c'est là la crainte qu'on peut avoir. Mais ça ne nous appartient pas. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui dirige. Voilà, j'arrête là. L'heure étant venue. Je laisse la passe à Thibaut. Je ne vous laisse pas poser de questions parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses. Mais en tout cas, merci pour votre écoute. Donc normalement, on se revoit, il y a 2 temps de visio. Hein. Ça sera annoncé aussi à nouveau. Il y a le premier lundi de février, et puis au mois de mars, j'ai oublié, mais on vous fera l'annonce. Donc vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail, en allant sur le site. Il y a le lien que j'ai partagé, il vous sera réenvoyé si besoin. Vous vous inscrivez, et puis avec votre mail, je pourrai vous contacter, vous envoyer de quoi vous connecter, où on parlera de comment gérer son stress devant ses enfants et comment nourrir la foi de ses enfants au quotidien. Voilà. Merci.